Face au cheval agonisant dans la Camargue brûlante, Mathieu verse sa dernière goutte d'eau, sacrifiant sa propre survie. Ce geste désespéré transformera un vagabond brisé en homme prêt à risquer sa vie contre ceux qui détruisent des vies innocentes pour le profit. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil impitoyable de la Camargue brûlait la terre craquelée, transformant les marais autrefois verdoyants en un paysage quasi désertique. La sécheresse de cet été 2025 était sans précédent, même pour cette région du sud de la France habituée aux températures extrêmes. Mathieu Descamps, un homme de 36 ans au visage buriné par le soleil et les épreuves, avançait péniblement le long d'un sentier abandonné. Ses chaussures usées soulevaient de petits nuages de poussière à chaque pas, tandis que son sac à dos élimé contenait ses seules possessions. Une gourde à moitié vide, quelques vêtements et une vieille photo de famille. Il y a 3 ans, Mathieu avait tout perdu. Son domaine viticole familial près de Bordeaux, héritage de 5 générations, avait été emporté par les dettes après plusieurs récoltes catastrophiques. Sa femme Céline n'avait pas supporté la ruine et l'avait quitté, emmenant leur fils Antoine, alors âgé de 7 ans. Depuis, Mathieu errait sur les routes du Sud, acceptant des travaux saisonniers, dormant à la belle étoile, tentant d'oublier la vie qu'il avait perdue. Ce jour-là, en traversant une zone particulièrement aride de la Camargue, quelque chose attira son attention. Une forme sombre se détachait sur l'horizon tremblotant de chaleur. Intrigué, Mathieu changea de direction, s'approchant lentement de cette anomalie dans le paysage désertique. « Mon Dieu !» murmura-t-il en découvrant la scène. Un cheval blanc, l'un de ces magnifiques Camargues qui faisaient la fierté de la région, gisait sur le flanc, sa respiration laborieuse soulevant faiblement sa cage thoracique. L'animal, autrefois majestueux, n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses côtes saillaient sous son pelage couvert de poussière et une plaie profonde marquait son épaule gauche. Ses yeux, mi-clos, reflétaient une souffrance silencieuse qui serra le cœur de Mathieu. Il s'agenouilla près de l'animal, posant doucement sa main sur son encolure brûlante. Le cheval tressaillit faiblement, mais n'eut pas la force de réagir davantage. « Qui t'a fait ça, mon beau ?» chuchota Mathieu, examinant les blessures de l'animal. Des marques sur ses pattes et son dos indiquaient qu'il avait été utilisé pour le travail, peut-être même maltraité. Une bride improvisée avait laissé des marques d'abrasion autour de sa bouche. Ce N n'était pas un cheval sauvage, mais un animal de travail abandonné. Mathieu ouvrit sa gourde, hésita un instant, il lui restait à peine assez d'eau pour atteindre le prochain village, puis versa précautionneusement un peu de liquide dans sa paume. Il l'approcha des naseaux du cheval, puis de sa bouche. L'animal lécha faiblement l'eau, son regard s'animant légèrement. « Je ne peux pas te laisser mourir ici », décida Mathieu, bien qu'il sût que ses chances étaient minces. Il scruta l'horizon. Le soleil commençait à décliner, et la nuit dans la Camargue pouvait être fraîche, même en été. Ce serait peut-être la seule chance de survie pour le cheval. Il fallait tenir jusqu'au matin, puis essayer de trouver de l'aide. Mathieu retira sa chemise et la trempa avec le reste de son eau. Il épongea doucement le corps brûlant du cheval, nettoyant la plaie à l'épaule aussi bien qu'il le pouvait. L'animal frissonna sous le contact frais, mais semblait accepter son aide. « Je vais t'appeler Lazare », dit Mathieu en souriant tristement. « Parce que toi et moi, on doit ressusciter d'entre les morts. » La nuit tombait rapidement. Mathieu rassembla quelques broussailles sèches et alluma un petit feu pour tenir les prédateurs à distance. Il s'installa contre le flanc de Lazare, partageant sa chaleur corporelle avec l'animal tremblant. Dans l'obscurité grandissante, sous un ciel criblé d'étoiles, l'homme et le cheval formaient une silhouette improbable, 2 âmes brisées, unies par le destin dans l'immensité sauvage. « On va s'en sortir », murmura Mathieu,
autant pour se convaincre lui-même que pour réconforter l'animal. Demain, on trouvera de l'eau. Cette nuit-là, Mathieu dormit par intermittence, se réveillant régulièrement pour vérifier que Lazare respirait toujours. Chaque souffle de l'animal était une petite victoire contre la mort qui rôdait. Parfois, le cheval ouvrait les yeux, croisant le regard de l'homme qui avait choisi de rester à ses côtés. À l'aube, Mathieu fut réveillé par un mouvement contre son dos. Lazare tentait faiblement de relever la tête. « Doucement, mon grand !» dit Mathieu en se redressant, les muscles endoloris par la nuit passée sur le sol dur. Le cheval semblait légèrement plus alerte, mais il était encore très faible. Mathieu savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait trouver de l'eau aujourd'hui, où Lazare ne passerait pas une autre nuit. « Je reviens », promit-il en caressant l'encolure de l'animal. « Tiens bon !» Il laissa son sac près du cheval et partit explorer les environs à la recherche du moindre signe d'humidité. La Camargue était un delta, après tout. L'eau ne pouvait pas être si loin. Mathieu marchait depuis près d'une heure, scrutant le paysage aride à la recherche du moindre signe d'humidité. Sa gorge était sèche, sa peau brûlante sous le soleil qui montait inexorablement dans le ciel. Il avait appris, au cours de ses années d'errance, à repérer les indices subtils que la nature laissait parfois. Un rassemblement d'insectes, une légère variation dans la couleur du sol, ou la présence de certaines plantes résistantes. Soudain, il s'arrêta net. À quelques centaines de mètres, un bouquet de tamaris aux feuilles étonnamment vertes contrastait avec l'ocre dominant du paysage. Les tamaris, Mathieu le savait, indiquaient souvent la présence d'eau souterraine. Enfin, souffla-t-il en accélérant le pas malgré sa fatigue. Arrivé près des arbustes, il commença à creuser frénétiquement avec ses mains. Le sol, d'abord poussiéreux, devint progressivement plus humide. À 30 centimètres de profondeur, l'eau commença à suinter, formant une petite flaque boueuse. Mathieu s'accroupit, patient, laissant l'eau s'accumuler et se clarifier. Il sortit une bouteille en plastique vide de sa poche et la remplit précautionneusement. Ce N était pas beaucoup, mais cela pourrait sauver Lazare. « Merci », murmura-t-il, adressant sa gratitude à une divinité en laquelle il avait cessé de croire depuis longtemps. Sur le chemin du retour, l'inquiétude le rongeait. Et si Lazare était déjà mort? L'animal était si faible. Chaque minute comptait. Il pressa le pas, ignorant la douleur lancinante de ses pieds écorchés. Lorsqu'il arriva enfin à l'endroit où il avait laissé le cheval, un soupir de soulagement lui échappa. Lazare était toujours là, toujours vivant, ses flancs se soulevant faiblement au rythme de sa respiration laborieuse. « Je suis revenu, mon grand », dit Mathieu en s'agenouillant près de l'animal. « J'ai trouvé de l'eau pour toi. » Avec une délicatesse infinie, il souleva légèrement la tête du cheval et approcha la bouteille de ses lèvres. Lazare sentit l'eau et ouvrit les yeux, une étincelle de vie traversant son regard éteint. Il but par petites gorgées, Mathieu veillant à ne pas lui en donner trop d'un coup. « Doucement, doucement », murmurait-il. « Dis, on a tout notre temps. » Une fois la bouteille vidée, Mathieu l'utilisa pour retourner à la source improvisée et la remplir à nouveau. Il fit ainsi plusieurs allers-retours pendant les heures les plus chaudes de la journée, hydratant progressivement le cheval et nettoyant ses blessures. Vers le milieu de l'après-midi, un changement subtil s'opéra. Lazare semblait plus alerte, ses yeux suivant les mouvements de Mathieu avec une conscience nouvelle. Sa respiration était moins laborieuse, plus régulière. « Tu es un battant », lui dit Mathieu en souriant, caressant son encolure, « un vrai guerrier. » Il examina plus attentivement la plaie hale-épaule du cheval. Elle était profonde, mais ne semblait pas infectée. Quelque chose l'avait entaillée, peut-être une clôture barbelée ou un objet métallique. Mathieu déchira un morceau de son t-shirt, le mouilla et nettoya la blessure avec soin. « Et qui t'a fait ça ?» demanda-t-il doucement. « Qui a pu t'abandonner dans cet état ?»
Comme si le cheval comprenait la question, il émit un faible hennissement, le premier son que Mathieu l'entendait produire. « Tu essaies de me parler, c'est ça ?» Mathieu sourit. « J'aimerais comprendre ce que tu dis. » Le soleil commençait à décliner lorsque Lazare tenta pour la première fois de se redresser. Ses jambes tremblaient violemment et il retomba lourdement, mais cette tentative remplit Mathieu d'espoir. « C'est bien, c'est très bien », l'encouragea-t-il. « Ne te presse pas, on a du temps. » Cette nuit-là, Mathieu dormit un peu mieux, rassuré par l'amélioration de l'état de Lazare. Il avait réussi à constituer une petite réserve d'eau et avait même trouvé quelques touffes d'herbes sèches qu'il avait arrachées pour le cheval. Au petit matin, un bruit le réveilla en sursaut. Lazare était debout, chancelant sur ses jambes maigres mais debout. L'animal tourna la tête vers lui, comme fier de son accomplissement. « Nom de Dieu !» s'exclama Mathieu en se redressant d'un bond. « Tu es incroyable !» Il s'approcha lentement, craignant que Lazare ne s'effraie ou ne perde l'équilibre. Mais le cheval resta immobile, acceptant la présence de l'homme qui l'avait sauvé. Mathieu posa une main sur son flanc, sentant les côtes saillantes sous le pelage blanc poussiéreux. « On doit te trouver à manger maintenant, » dit-il. « De l'herbe fraîche, du foin, quelque chose pour te redonner des forces. » Il réfléchit rapidement. La source d'eau qu'il avait trouvée indiquait qu'il n'était peut-être pas si loin d'une zone plus hospitalière. Les Tamaris pouvaient être le début d'une zone humide, un vestige des marais de la Camargue. « Tu peux marcher ?» demanda-t-il à Lazare, sachant pertinemment que le cheval ne pouvait pas lui répondre. Il ramassa son sac, rangea sa gourde et la bouteille remplie d'eau, puis se tourna vers le cheval. « On va y aller tout doucement, » expliqua-t-il. « Suis-moi si tu peux. » Mathieu commença à marcher lentement dans la direction des Tamaris, se retournant pour voir si Lazare le suivait. Le cheval hésita, fit un pas tremblant, puis un autre. Mathieu s'arrêta, patient, encourageant l'animal du regard. « C'est ça, mon beau. » Un pas après l'autre. Et ainsi, homme et cheval entamèrent leur lente progression à travers le paysage désolé, unis par quelque chose de plus fort que les mots, une confiance mutuelle née de la survie partagée. Leur progression était lente, douloureusement lente. Chaque pas semblait coûter à Lazare un effort monumental, ses jambes frêles menaçant de céder à tout moment. Mathieu avançait à ses côtés, patient, attentif, s'arrêtant dès que l'animal montrait des signes de fatigue excessive. « On fait une pause », annonça-t-il après une heure de marche, alors que le soleil atteignait son zénith. Ils avaient parcouru à peine 2 kilomètres, mais c'était déjà un miracle que Lazare ait tenu aussi longtemps. Mathieu lui offrit de l'eau, que le cheval but avec une avidité nouvelle, signe encourageant de sa volonté de vivre. « Tu es un champion », murmura Mathieu en caressant son encolure poussiéreuse. « Je n'ai jamais vu une telle force de caractère. » L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Lui qui avait abandonné, qui s'était laissé porter par le courant de la vie depuis la perte de sa ferme, trouvait maintenant l'inspiration dans la résilience d'un animal moribond. Peut-être y avait-il là une leçon à apprendre. Ils reprirent leur route une demi-heure plus tard, suivant toujours la direction des Tamaris qui semblaient se faire plus nombreux. L'espoir grandissait dans le cœur de Mathieu. Lazare, lui, semblait prendre des forces à chaque pas, comme si la simple action d'avancer ranimait en lui une étincelle de vie longtemps étouffée. « Oui, je crois qu'on approche de quelque chose, » dit Mathieu, apercevant au loin une ligne plus verte qui tranchait avec l'ocre du paysage. Le soleil commençait sa descente lorsqu'ils atteignirent enfin ce qui ressemblait à un petit oasis dans le désert de la Camargue, un ruisseau étroit mais vivace, bordé de végétation luxuriante. L'eau claire courait sur un lit de galets, produisant un son cristallin qui semblait presque irréel, après le silence oppressant des terres arides. Lazare hennit faiblement, comme pour exprimer son soulagement. Il s'approcha du ruisseau et y plongea ses naseaux, buvant longuement.
Mathieu fit de même, s'agenouillant pour recueillir l'eau fraîche dans ses mains, savourant chaque gorgée comme un nectar divin. « On a réussi », dit-il, les yeux brillants. « On a vraiment réussi ». Il remplit sa gourde et sa bouteille, puis examina les environs. L'herbe était abondante ici, verte et juteuse. Lazare, S., était déjà mis à brouter avec une énergie renouvelée, arrachant de grandes touffes qu'il mâchait avidement. Mathieu sourit, touché par cette scène si simple et pourtant si émouvante. Il s'installa sur une pierre plate au bord du ruisseau, laissant le cheval se restaurer. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de se détendre vraiment, de respirer profondément. L'air ici semblait plus frais, chargé des parfums de la vie. L'herbe, l'eau, les fleurs sauvages. Le soir tombait doucement, habillant le ciel de teintes orangées et pourpres. Mathieu rassembla du bois pour faire un feu, plus par habitude que par nécessité, car la température était douce. Lazare, rassasié, s'était couché près de l'eau, ses yeux mi-clos témoignant d'un contentement nouveau. « On va rester ici quelques jours », décida Mathieu à voix haute. « Te laisser reprendre des forces avant de... » Il s'interrompit, réalisant qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à la suite. Que ferait-il de ce cheval une fois qu'il serait rétabli? Il ne pouvait pas le garder. Il n'avait ni les moyens ni le droit de s'approprier un animal qui appartenait probablement à quelqu'un, malgré l'abandon dont il avait été victime. Ses pensées furent interrompues par un bruit inattendu, le tintement distant d'une cloche. Mathieu se redressa, aux aguets. Le son provenait de l'autre côté du ruisseau, peut-être à 1 kilomètre ou 2. « Une ferme » murmura-t-il. D'où un village, Lazare avait relevé la tête lui aussi, ses oreilles pointées vers la source du son. Il émit un hennissement plus fort que les précédents, comme un appel. « Tu reconnais ce bruit » demanda Mathieu, intrigué par la réaction du cheval. Un nouveau tintement retentit, plus proche cette fois. Puis, émergeant d'un bosquet d'arbres de l'autre côté du ruisseau, apparut un homme âgé menant un petit troupeau de chèvres. Il s'arrêta net en apercevant Mathieu et Lazare, visiblement surpris de trouver quelqu'un dans ce coin isolé. « Bonjour !» lança Mathieu, se levant et faisant un geste amical. L'homme, vêtu d'une veste usée et d'un chapeau de paille déformé, hésita un instant avant de s'approcher du ruisseau. Il devait avoir une 60aine d'années, le visage buriné par le soleil et le travail en extérieur, mais ses yeux bleus pétillaient d'une vivacité juvénile. « Bonjour », répondit-il enfin. « Vous êtes bien loin des sentiers battus, mon garçon. » Son accent marqué trahissait ses origines locales, un vrai homme de la Camargue. « Je m'appelle Mathieu », se présenta-t-il. « Et vous avez raison, je me suis un peu égaré. » Le vieil homme hocha la tête, puis son regard se posa sur Lazare. Une expression étrange traversa son visage. Surprise, puis quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Ce cheval », commença-t-il, s'approchant encore. Lazare s'était relevé, regardant fixement le vieil homme et ses chèvres. Il hennit à nouveau, plus fort cette fois. « Je l'ai trouvé abandonné dans le désert, il y a 2 jours, » expliqua Mathieu. « Il était mourant. J'ai fait ce que j'ai pu pour le sauver. » Le vieil homme traversa le ruisseau à un endroit peu profond, s'approchant lentement de Lazare. Le cheval ne montra aucun signe de peur. Au contraire, il tendit le cou vers l'homme, comme s'il le reconnaissait. « Nom de Dieu !» murmura le vieillard, posant une main tremblante sur l'encolure de l'animal. « C'était clair, le cheval de ma petite fille. » Mathieu sentit un frisson parcourir son échine. « Vous le connaissez ?»« Si je le connais ?» Le vieil homme eut un rire amer. « Je l'ai élevé depuis qu'il était poulain. Il a disparu il y a près d'1 mois. On le croyait mort. » Il examina rapidement l'animal, notant sa maigreur extrême et ses blessures. « Qui lui a fait ça ?» demanda-t-il, une colère sourde vibrant dans sa voix. « Je l'ignore » répondit honnêtement Mathieu. « Je l'ai trouvé comme ça, abandonné. » Le vieil homme secoua la tête, visiblement ému et bouleversé.
Je m'appelle Marcel Joubert, dit-il finalement en tendant une main calleuse à Mathieu. Mais vous venez de faire de ma petite fille la personne la plus heureuse du monde. Marcel invita Mathieu à le suivre jusqu'à sa ferme, située à moins d'1 kilomètre du ruisseau. Ils marchèrent côte à côte, le vieil homme menant ses chèvres d'une main et tenant fermement la crinière d'Éclair de l'autre, comme s'il craignait que le cheval ne disparaisse à nouveau. « Comment s'est-il retrouvé là-bas » demanda Mathieu, brisant le silence qui s'était installé. Marcel soupira profondément. « Des voleurs. Ils sévissent dans la région depuis quelques mois. Ils prennent les chevaux, surtout les Camargues de race pure comme Éclair, pour les revendre en Espagne ou en Italie. Mais pourquoi l'abandonner dans cet état? Il a dû se blesser pendant le transport. Un cheval blessé ne vaut plus rien pour ces salauds. » La voix de Marcel tremblait de colère contenue. Ils l'ont laissé mourir plutôt que de prendre le risque de se faire prendre en cherchant un vétérinaire. Mathieu hocha la tête, dégoûté par tant de cruauté. « Votre petite fille doit être dévastée. Héloïse !» Le visage du vieil homme s'adoucit en prononçant ce nom. Elle n'a que 17 ans, mais ce cheval, c'est toute sa vie. Depuis la mort de ses parents, il y a 5 ans, Éclair est devenu son refuge, sa thérapie. Quand il a disparu, quelque chose s'est éteint en elle. Ils arrivèrent en vue d'une petite ferme traditionnelle camarguaise, un mas aux murs blanchis à la chaux, entouré de quelques bâtiments annexes et d'un enclos où paissaient tranquillement 3 autres chevaux blancs. « C'est modeste, » dit Marcel avec une pointe de fierté, « mais c'est chez nous depuis 4 générations. » Mathieu sentit une douleur familière lui étreindre le cœur, le souvenir de sa propre ferme perdue, de son héritage disparu. « C'est magnifique, » répondit-il sincèrement. Alors qu'ils approchaient, une silhouette émergea de la maison, une jeune fille mince aux longs cheveux noirs tressés. Elle s'arrêta net en apercevant le groupe, son regard fixé sur le cheval blanc. « Grand-père » appela-t-elle, sa voix hésitante, comme si elle craignait d'être victime d'une hallucination. « Est-ce que c'est... »« C'est lui, Héloïse » confirma Marcel. « C'était clair. » Un cri étranglé échappa de la gorge de la jeune fille. Elle élança vers eux, ses pieds nus soulevant des nuages de poussière. Arrivée à leur hauteur, elle s'arrêta brusquement, les mains tremblantes tendues vers le cheval. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Éclair hennit doucement, comme s'il la reconnaissait. Il tendit son museau vers elle, et Héloïse enfouit son visage dans son encolure, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Mathieu resta en retrait, témoin ému de ses retrouvailles. Il se sentait soudain de trop, intrus dans un moment d'une intimité presque sacrée. Marcel s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. « Sans vous, ce moment n'aurait jamais existé, » dit-il doucement. « Vous avez ramené la vie dans cette maison. » « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, » répondit Mathieu, embarrassé par la gratitude du vieil homme. « Non. » Marcel secoua la tête. « N'importe qui aurait continué son chemin. Un cheval mourant dans le désert, ça ne concerne personne. Vous vous êtes arrêté. Vous avez pris soin de lui. Vous lui avez sacrifié votre eau, votre temps, votre énergie. » Héloïse était finalement détachée d'Éclair. Elle s'approcha de Mathieu, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Merci, » dit-elle simplement, ses yeux gris fixés sur lui avec une intensité déconcertante. « Merci d'avoir sauvé mon meilleur ami. Je m'appelle Mathieu, » se présenta-t-il, ne sachant que répondre à cette gratitude qui le mettait mal à l'aise. « Héloïse Joubert. » Elle lui tendit une main que Mathieu serra maladroitement. « Mon grand-père m'a dit que vous l'aviez trouvé presque mort. Comment avez-vous fait pour le sauver ?»« Avec très peu, à vrai dire. De l'eau, principalement. Et peut-être... » Il hésita. Peut-être l'envie de vivre qu'il avait en lui. Héloïse hocha la tête, comprenant parfaitement.
Il a toujours été un battant. Même Poulain, il était plus résistant que les autres. Elle se tourna vers Éclair, l'examinant avec des yeux experts. Il va avoir besoin de soins. Cette plaie à l'épaule est profonde et il est terriblement amaigri. Rentrons, proposa Marcel. Éclair a besoin de repos, et notre invité aussi. Mathieu voulut protester. Il n'en était pas un invité, juste un passant. Mais Marcel balaya ses objections d'un geste de la main. La nuit tombe, mon garçon, et nous vous devons bien un repas chaud et un lit pour la nuit. L'intérieur du mât était simple mais accueillant. Des poutres apparentes traversaient le plafond bas, et un feu ronronnait doucement dans une grande cheminée en pierre. Des photos de famille ornèrent les murs, témoins silencieux de générations de Joubert ayant vécu en harmonie avec cette terre exigeante. Mathieu s'assit à la table, en bois massif, pendant qu'Héloïse sortait pour s'occuper d'Éclair, l'installant dans elle écurie avec une couverture et une mangeoire pleine de foin frais. Marcel, lui, s'affairait à préparer le repas, refusant l'aide proposée par Mathieu. « Racontez-moi votre histoire », dit le vieil homme en posant un verre de vin rouge devant lui. « On ne se retrouve pas à errer dans la Camargue sans raison. » Mathieu fixa le liquide rubis, hésitant. Depuis combien de temps n'avait-il pas partagé son histoire avec quelqu'un? Depuis combien de temps n'avait-il pas été traité comme un être humain digne d'intérêt plutôt que comme un vagabond invisible? « C'est une longue histoire, » répondit-il finalement. « Les meilleurs le sont toujours, » sourit Marcel, « et nous avons toute la soirée. » La nuit avait enveloppé la ferme d'un manteau d'obscurité parsemé d'étoiles. À l'intérieur du mât, la lumière chaude des lampes et le crépitement du feu créaient une atmosphère presque irréelle pour Mathieu, habitué depuis si longtemps à la solitude des nuits à la belle étoile. Assis à table, son verre de vin à peine entamé, il commença à raconter son histoire d'une voix hésitante, comme rouillée par des années de silence. J était vigneron, près de Bordeaux. Le domaine des Camps, fondé par mon arrière-arrière-grand-père en 1843. Une fierté douloureuse teintait sa voix. 5 générations de savoir-faire, de passion. Notre merlot avait été primé 3 années de suite au concours général agricole. Héloïse, revenue de l'écurie, était assise en face de lui, écoutant attentivement, ses yeux gris ne quittant pas son visage. « Tout a commencé à se dégrader il y a 6 ans, » poursuivit Mathieu. « Un parasite a décimé une partie de nos vignes. Nous avons emprunté pour replanter, nous endettant lourdement. Puis le climat s'est déréglé, gel tardif, grêle en juin, sécheresse extrême en été, 3 récoltes catastrophiques consécutives. Il prit une gorgée de vin, comme pour se donner du courage. Les banques n'ont pas voulu nous suivre davantage. Le domaine a été saisi, vendu aux enchères pour une bouchée de pain à un grand groupe viticole qui l'a démantelé. » Sa voix se brisa légèrement. 300 ans d'histoire familiale effacée en un après-midi par un coup de marteau d'huissier. Marcel hocha gravement la tête. La terre est une maîtresse exigeante. Elle donne beaucoup, mais elle peut tout reprendre en un instant. Ce n'est pas que la terre, corrigea doucement Mathieu, c'est le système. Les petits exploitants comme nous n'ont aucune chance face aux grands groupes, aux banques, aux assurances qui se défilent au moindre problème. Il passa une main fatiguée sur son visage, révélant soudain tout le poids des années d'errance. Ma femme Céline n'a pas supporté. Elle est partie avec notre fils Antoine. Il avait 7 ans à l'époque. Un sourire triste traversa son visage. Il en a 10 maintenant. Parfois, je me demande s'il se souvient encore de moi. Héloïse baissa les yeux, visiblement touchée par cette confession. « Qu'avez-vous fait ensuite ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai dérivé. Travaillé comme ouvrier agricole saisonnier, vendangeur, cueilleur de fruits, de ferme en ferme, de région en région, sans jamais m'arrêter trop longtemps au même endroit. Pourquoi ? La question d'Héloïse était simple, directe, dénuée de jugement.
Mathieu réfléchit un moment avant de répondre. Peut-être parce que chaque endroit où je posais mes valises me rappelait ce que j'avais perdu, ou peut-être parce que je ne méritais pas de retrouver un foyer après avoir laissé s'effondrer celui de mes ancêtres. Marcel posa une assiette fumante devant lui, un ragoût d'agneau aux herbes de Provence dont l'arôme réveilla instantanément l'appétit de Mathieu. « En culpabilité et honte », dit le vieil homme en s'asseyant à son tour. « De puissants moteurs pour fuir, mais de pauvres compagnons de route. » Mathieu acquiesça silencieusement, commençant à manger. La première bouchée lui arracha presque des larmes. Depuis combien de temps n'avait-il pas goûté un vrai repas fait maison? « Avez-vous essayé de retrouver votre fils ?» demanda Héloïse, après un moment de silence respectueux. « J'ai des nouvelles, parfois. Par des amis communs, Céline s'est remariée l'an dernier, un comptable de Toulouse. » Il eut un petit rire sans joie. « Stable, fiable, tout ce que je n'ai pas su être. » « Vous semblez pourtant être un homme fiable, » observa Marcel. « Et Claire ne serait plus de ce monde sans votre stabilité, votre persévérance. » Mathieu ne sut que répondre à cela. Il termina son assiette en silence, savourant chaque bouchée comme un luxe longtemps oublié. Héloïse se leva pour débarrasser, puis revint avec un album photo qu'elle posa devant lui. « Voici Éclair », dit-elle en ouvrant l'album à une page, montrant un poulain blanc gambadant dans un pré. Le jour de sa naissance. Sa mère est morte en le mettant au monde, alors c'est moi qui l'ai élevé au biberon. Les photos suivantes montraient la croissance du cheval et à ses côtés, celle d'Héloïse, d'abord une enfant, puis une adolescente, toujours avec cette même expression grave et déterminée. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans, expliqua-t-elle sans préambule, tournant une page où elle apparaissait vêtue de noir aux côtés de Éclair. C était 2 semaines après que grand-père m'ait offert Éclair pour mon anniversaire. Il est devenu mon ancrage, la seule constante dans un monde qui s'était effondré. » Mathieu comprit soudain pourquoi la disparition du cheval avait été si dévastatrice pour elle. Ce n'était pas juste un animal, c'était un survivant du naufrage de sa vie d'avant, un pont entre son passé et son présent. « Je comprends », dit-il simplement. Héloïse le regarda droit dans les yeux. « Je sais que vous comprenez. C'est pour ça que vous vous êtes arrêté pour lui. Vous avez reconnu sa solitude, sa douleur. » Un silence confortable s'installa dans la pièce, uniquement troublé par le crépitement du feu. Marcel s'était assoupi dans son fauteuil, son verre de vin à moitié vide posé sur l'accoudoir. Il dort toujours après le dîner, sourit affectueusement Héloïse. Puis il se réveille à minuit, fait le tour de la ferme pour vérifier que tout va bien et retourne se coucher. « C'est une belle vie que vous avez ici », observa Mathieu, surpris par la sincérité de sa propre remarque. « Elle a ses hauts et ses bas », répondit Héloïse. « La Camargue n'est pas tendre avec les petits éleveurs. Chaque année devient plus difficile avec le changement climatique, les coûts qui augmentent, les prix qui stagnent. » Elle referma l'album photo, ses doigts s'attardant sur la couverture usée. « Mais c'est notre vie, notre terre, on ne l'abandonnera pas. » Mathieu sentit une étrange émotion l'envahir. Un mélange d'admiration, de nostalgie et peut-être d'envie. Cette ferme modeste, ces gens simples et dignes, représentaient tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait cessé de chercher. « Je partirai demain matin », annonça-t-il soudainement. « Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. » Héloïse fronça les sourcils. « Pourquoi cette hâte ? Éclair a encore besoin de soins, et vous… » Elle hésita. « Vous pourriez vous reposer quelques jours. » Grand-père cherchait justement de l'aide pour réparer la clôture nord. « Je ne reste jamais longtemps au même endroit, » répondit Mathieu, mal à l'aise. « Par peur de vous attacher ?» demanda-t-elle, avec cette franchise désarmante qui semblait la caractériser.
Mathieu ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Le lendemain matin, Mathieu se réveilla dans la petite chambre d'amis que les Joubert lui avaient préparée. Un rayon de soleil filtrait à travers les rideaux en coton, illuminant les murs blanchis à la chaux. Pendant quelques secondes, il ne reconnut pas l'endroit, habitué qu'il était à se réveiller à la belle étoile ou dans des dortoirs collectifs de travailleurs saisonniers. Il s'habilla rapidement et descendit, trouvant la maison vide. Par la fenêtre, il aperçut Héloïse dans l'enclos, occupée à penser Éclair. Le cheval semblait déjà plus vif que la veille, sa posture plus assurée, malgré sa maigreur persistante. Mathieu sortit, inspirant profondément l'air matinal, chargé d'odeurs de terre et d'herbes fraîches. Marcel était un peu plus loin, réparant un abreuvoir, ses gestes précis malgré son âge avancé. « Ah, notre homme du désert est réveillé !» lança le vieil homme en le voyant approcher. « Bien dormi ? Comme je n'avais pas dormi depuis des années, » admit Mathieu. « Je vous remercie pour votre hospitalité, mais je devrais vraiment... » « Prendre un café d'abord ?» interrompit Marcel en posant sa clé à molette. « Ensuite, si vous voulez toujours partir, je ne vous retiendrai pas. » Mathieu hésita, puis acquiesça. Un café ne l'engageait à rien, après tout. De retour dans la cuisine, Marcel prépara 2 tasses d'un café noir et puissant, dont l'arôme rappela à Mathieu les petits déjeuners dans la cuisine de son domaine perdu. « Alors, où comptez-vous aller ?» demanda Marcel, en s'asseyant face à lui. Mathieu haussa les épaules. « Je ne sais pas vraiment, peut-être vers Montpellier. On m'a dit qu'il y avait du travail dans les vignobles là-bas. »« Toujours les vignes, hein ?» Marcel sourit. « Le domaine échappe jamais vraiment à ce qu'on est. Je ne suis plus vigneron, » répliqua Mathieu, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Non ?» Le vieil homme le fixa par-dessus sa tasse. « Pourtant, hier soir, quand vous parliez de vos cépages, de vos méthodes de culture, vos yeux s'illuminaient. Ce n'est pas le genre de passion qui est s'éteint, même après des années d'errance. » Mathieu ne répondit pas, mal à l'aise, face à cette perspicacité. « Écoutez, » reprit Marcel après un moment, « j'ai une proposition à vous faire. 1 semaine. Restez 1 semaine pour nous aider avec la ferme. Éclair a besoin de soins quotidiens et il vous fait confiance. J'ai des clôtures à réparer, un toit écurie à colmater avant les pluies d'automne. Je ne peux pas vous payer beaucoup, mais vous aurez le gîte et le couvert. Je ne sais pas si... » 1 semaine, insista doucement Marcel. 7 jours. Après, vous serez libre comme l'air, et avec quelques euros en poche pour votre route. La porte s'ouvrit à cet instant, laissant entrer Héloïse. Elle avait de la paille dans les cheveux et une tache de boue sur la joue, mais son visage s'illumina en voyant Mathieu. « Vous êtes encore là, » constata-t-elle, ne cachant pas sa satisfaction. « Je... » commença Mathieu, pris au dépourvu. « Grand-père t'a proposé de rester, n'est-ce pas ?» Elle se servit une tasse de café. « Il a raison, Éclair réagit mieux à vos soins qu'aux miens. C'est comme s'il avait formé un lien spécial avec vous pendant ces jours dans le désert. » Mathieu se sentit piégé, mais étrangement, ce haine n'était pas une sensation désagréable. Quelque chose dans cette ferme, dans ces gens, résonnait en lui d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. « D'accord, céda-t-il finalement. 1 semaine. » Le sourire de Héloïse S. élargi. « Parfait. Venez, je vais vous montrer comment fonctionne la ferme. » Les jours suivants établirent une routine qui devint rapidement familière. Mathieu se levait à l'aube, partageait un café rapide avec Marcel, puis rejoignait Héloïse aux écuries. Ensemble, ils s'occupèrent des chevaux, Mathieu consacrant une attention particulière à Éclair, dont l'état s'améliorait visiblement chaque jour. L'après-midi, il travaillait avec Marcel à diverses réparations. Une clôture branlante, un portail récalcitrant, une gouttière obstruée. Le vieil homme était un mentor patient, partageant son savoir-faire avec une générosité tranquille qui rappelait à Mathieu son propre grand-père. Le soir, ils dînaient ensemble,
partageant les produits de la ferme, un poulet rôti, des légumes du potager, du fromage de chèvre fait maison. Parfois, Marcel sortait une bouteille de vin qu'il dégustait en discutant de tout et de rien. Le temps, les animaux, les nouvelles locales. À sa grande surprise, Mathieu sentit son corps et son esprit se détendre progressivement, comme si le rythme lent et régulier de la vie à la ferme agissait comme un baume sur ses blessures intérieures. Le 4e jour, alors qu'il travaillait à réparer le toit de l'écurie, il remarqua une voiture inconnue s'arrêter devant la ferme. 2 hommes en descendirent, l'un grand et mince, l'autre plus trapu. Tous 2 vêtus de vestes en cuir malgré la chaleur. Héloïse, qui nourrissait les poules à proximité, se figea en les voyant. Elle jeta un regard vers Mathieu, puis se dirigea rapidement vers la maison. Intrigué et vaguement inquiet, Mathieu descendit de son échelle et s'approcha discrètement, restant à distance, mais suffisamment près pour entendre la conversation. « Monsieur Joubert », disait le plus grand des 2 hommes d'un ton faussement cordial. « Nous passions dans le coin et nous nous demandions si vous aviez réfléchi à notre offre. » Marcel, debout sur le seuil de sa porte, croisa les bras. « Je vous ai déjà dit que cette ferme n'est pas à vendre, Leroy. Pas maintenant, pas demain, jamais. »« Allons, soyez raisonnable », insista l'homme appelé le roi. « Votre situation n'est pas brillante. Les temps sont durs pour les petits éleveurs comme vous. Notre offre est plus que généreuse. Je ne vendrai pas la terre de mes ancêtres à des promoteurs qui veulent la transformer en complexe touristique, répliqua Marcel, sa voix trahissant une colère contenue. Le second homme fit un pas en avant, son attitude nettement plus menaçante. Vous devriez reconsidérer, vieux fou. Les accidents arrivent si vite dans une ferme isolée comme la vôtre. Mathieu sentit une colère primitive monter en lui en entendant la menace à peine voilée. Sans réfléchir, il s'avança, sortant de l'ombre du bâtiment. « Il y a un problème ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme, se plaçant instinctivement à côté de Marcel. Les 2 hommes se tournèrent vers lui, surpris par cette apparition inattendue. Leroy le toisa de haut en bas, évaluant la menace potentielle. « Et vous êtes ?» demanda-t-il avec une politesse glaciale. « Un ami de la famille », répondit simplement Mathieu, soutenant son regard sans ciller. Le 2e homme fit un pas en avant, mais le roi posa une main sur son bras pour le retenir. « Je ne savais pas que vous aviez embauché de la main de œuvre, Joubert, » dit-il avec un sourire forcé. « Les affaires reprennent ? Mes affaires ne vous concernent pas, » rétorqua Marcel. « Maintenant, si vous avez fini, j'ai du travail qui m'attend. » Héloïse était apparue sur le seuil, tenant fermement un fusil de chasse. Elle ne le pointait pas vers les visiteurs, mais le message était clair. Le roi leva les mains en signe d'apaisement, son sourire ne quittant pas son visage. « Nous partons, mais réfléchissez à notre offre, Joubert. Elle ne restera pas sur la table éternellement. » Les 2 hommes remontèrent dans leur voiture et s'éloignèrent dans un nuage de poussière. Mathieu se tourna vers Marcel, dont le visage habituellement jovial, était assombri. « Qui sont ces types ?» demanda-t-il. Marcel soupira profondément. « Philippe le Roi. Il représente Méditerranée Développement, un groupe immobilier qui veut transformer toute cette région en complexe touristique de luxe. Ils ont déjà acheté 3 fermes voisines, et ils vous mettent la pression pour vendre, compléta Mathieu. Depuis des mois, confirma Héloïse, posant le fusil contre le mur. Ils ont commencé poliment, puis les lettres sont devenues plus insistantes, et maintenant ils passent aux menaces, conclut Marcel. C'est la première fois qu'ils viennent avec ce ton-là, cependant. Mathieu fronça les sourcils. Vous devriez peut-être prévenir la gendarmerie. Marcel eut un rire sans joie. Le capitaine Mercier est un vieil ami de Leroy. Ils jouent au golf ensemble à Montpellier. La dernière fois que j'ai porté plainte pour harcèlement, le dossier a mystérieusement disparu. Un silence lourd s'installa, chacun perdu dans ses pensées.
Finalement, Héloïse posa une main sur l'épaule de son grand-père. « Ils ne gagneront pas, dit-elle avec une détermination farouche. Cette terre est à nous, elle le restera. » Marcel hocha la tête, mais Mathieu nota l'inquiétude qui voilait son regard. Le vieil homme semblait soudain plus âgé, comme si le poids des menaces courbait ses épaules. « Retournons au travail, » dit-il finalement. « Ce toit ne se réparera pas tout seul. » Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère tendue. Mathieu observait régulièrement la route, s'attendant presque à voir revenir la voiture de Leroy. Marcel travaillait en silence, perdu dans ses pensées, tandis qu'Héloïse s'occupait d'Éclair avec une intensité presque fébrile. Ce soir-là, au dîner, la conversation fut plus laborieuse que d'habitude. Marcel picora à peine son assiette, et même le vin ne sembla pas détendre l'ambiance. « Vous devriez peut-être consulter un avocat », suggéra finalement Mathieu, brisant un long silence. « Avec quel argent ?» répondit Marcel en secouant la tête. « Les bons avocats coûtent cher, et ces promoteurs ont des armées de juristes. Il doit bien y avoir une solution, » insista Mathieu. « Cette terre est dans votre famille depuis des générations, non ? N'existe-t-il pas des protections pour le patrimoine agricole ?» Héloïse leva les yeux, une lueur d'intérêt s'allumant dans son regard. « Il y a le statut de patrimoine agricole familial. Grand-père, nous en avions parlé l'année dernière. Tu te souviens ?» Marcel fronça les sourcils. « Oui, mais la procédure est complexe. Il faut prouver la valeur historique et culturelle de l'exploitation, fournir des documents anciens. Que nous avons, rappela Héloïse avec animation. Les registres de grand-mère, les photographies, les médailles au concours d'élevage et les actes de propriété originaux, ajouta Marcel, une étincelle d'espoir s'allumant dans ses yeux. Il remonte à 1872. Mathieu les écoutait, sentant quelque chose se réveiller en lui, un intérêt, une implication qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pendant si longtemps, il s'était contenté de survivre, de passer, sans jamais s'engager. Maintenant, face à l'injustice flagrante dont les Joubert étaient victimes, il sentait monter en lui une indignation qui lui rappelait l'homme qu'il avait été autrefois. J'ai un peu d'expérience avec ce genre de situation, dit-il prudemment. Quand j'ai perdu mon domaine, j'ai étudié toutes les options légales, même si était trop tard pour moi. Marcel et Héloïse le regardèrent avec surprise, comme s'ils avaient oublié sa présence. « Vous pourriez nous aider ?» demanda Héloïse, ses yeux gris brillants d'un espoir soudain. Mathieu hésita. S'impliquer signifiait s'attacher, et s'attacher signifiait souffrir quand viendrait le moment de partir. Mais quelque chose dans le regard de Héloïse, dans la dignité silencieuse de Marcel, éveillait en lui une résolution qu'il croyait morte depuis longtemps. « Je peux essayer, » répondit-il finalement. « Je ne suis pas avocat, mais je connais les rouages administratifs. Si vous avez ces documents, nous pourrions constituer un dossier solide. » Le visage de Marcel s'illumina. « Vraiment ? Vous feriez ça pour nous ? Considérez que c'est ma façon de vous remercier pour votre hospitalité, » dit Mathieu, embarrassé par leur gratitude évidente. Après le dîner, Marcel monta au grenier et en redescendit avec une vieille malle en bois. À l'intérieur se trouvaient des trésors d'histoire familiale, des photographies jaunies montrant la ferme à différentes époques, des carnets soigneusement tenus, relatant les naissances de chevaux sur plusieurs générations, des médailles, des actes notariés, des lettres. Ils étalèrent tout sur la table du salon, et Mathieu se plongea dans l'examen de ces documents, fasciné par la richesse de cette histoire familiale préservée. L'une des photographies retint particulièrement son attention. Elle montrait un homme ressemblant étonnamment à Marcel, posant fièrement à côté d'un cheval blanc devant le mas, à une époque où les voitures n'existaient pas encore. « Mon grand-père, Étienne Joubert », expliqua Marcel en voyant son intérêt, « et son étalon neige, l'ancêtre de tous nos chevaux actuels, y compris Éclair. »« C'est incroyable », murmura Mathieu.
tant d'histoires, tant de continuité. C'est pour ça qu'on se bat, dit doucement Héloïse. Ce n'est pas juste une ferme, c'est notre histoire, notre identité. Mathieu hocha la tête, comprenant parfaitement. Lui aussi avait eu cette connexion profonde avec sa terre, cet enracinement dans une histoire plus grande que sa propre vie. Et il l'avait perdu. « On va constituer un dossier en béton », promit-il. Ses promoteurs ne savent pas à qui ils ont affaire. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Mathieu contempla le plafond, incapable de trouver le sommeil. Pour la première fois depuis des années, il se sentait utile, nécessaire. La sensation était aussi étrange qu'enivrante. Il repensa à la menace dans les yeux de Leroy, à la détermination de Héloïse, à la dignité inquiète de Marcel. Et il prit une décision. Sa semaine ici venait peut-être de se transformer en quelque chose de plus long. À l'aube, il fut réveillé par un hennissement paniqué venant des écuries. Mathieu bondit hors de son lit, enfilant à la hâte son jean et se précipitant pieds nus vers les écuries. La porte grande ouverte laissait entrer la lumière grise de l'aube, révélant une scène de chaos. Héloïse était déjà là, tentant de calmer Éclair, qui se cabrait, les yeux exorbités par la peur. Les autres chevaux s'agitaient dans leur box, hennissant nerveusement. « Que se passe-t-il » demanda Mathieu, rejoignant Héloïse qui luttait pour maintenir Éclair. « Je ne sais pas » répondit-elle, essoufflée. « Je suis venu pour la traite matinale et j'ai trouvé les écuries ouvertes, les chevaux affolés. » Mathieu saisit délicatement les rênes, murmurant des paroles apaisantes à Éclair. Le cheval, reconnaissant sa voix, se calma progressivement, bien que ses flancs continuassent de trembler. « Quelqu'un est entré ici », constata Mathieu, observant la serrure forcée de la porte principale. « Ce n'est pas le vent qui a ouvert ça. » Marcel arriva à son tour, fusil à la main, le visage tendu par l'inquiétude. « Tout le monde va bien ?» « Les chevaux sont effrayés mais indemnes, » répondit Héloïse, caressant l'encolure des Éclairs. Mathieu remarqua alors quelque chose sur le sol, des éclats de verre brillants dans la paille. Il s'approcha et découvrit les restes d'une bouteille brisée. Une odeur âcre lui piqua les narines. « De l'essence » murmura-t-il, sentant un frisson glacé parcourir son échine. « Ils ont répandu de l'essence ici. »« Mon Dieu !» souffla Héloïse, portant une main à sa bouche. « Ils auraient pu... »« Incendier, elle, écurie !» compléta Marcel, son visage soudain gris de colère et de peur. « Ces filles de... » Mathieu examina plus attentivement les lieux. L'essence avait été répandue près de la porte et le long d'un mur, mais il n'y avait pas de traces de feu. Ils ont été interrompus, conclut-il. Peut-être par l'agitation des chevaux, ou par le chien des Lavignes qui aboie à tout ce qui bouge la nuit, suggéra Marcel. Je l'ai entendu vers 3 heures du matin. Héloïse tremblait maintenant, la réalisation de ce qui aurait pu arriver la frappant de plein fouet. Ils auraient pu tuer les chevaux, nous tuer si l'incendie s'était propagé à la maison. Mathieu serra les poings, une rage froide s'emparant de lui. Était une chose de faire pression pour acheter une propriété. C'en était une autre de mettre des vies en danger. « Il faut appeler la gendarmerie », dit-il fermement. « Ami de Leroy ou pas, le capitaine Mercier ne peut pas ignorer une tentative d'incendie criminel. » Marcel secoua la tête. « Ils nieront. Nous n'avons aucune preuve que c'est eux. Nous avons l'essence, les traces d'effraction, » insista Mathieu. « Et leur menace d'hier constitue un mobile évident. » Héloïse était mise à ramasser les éclats de verre avec précaution. « Mathieu a raison, grand-père. Cette fois, ils sont allés trop loin. Nous devons porter plainte. » Marcel hésita, puis acquiesça lentement. « D'accord. Mais d'abord, mettons les chevaux en sécurité et nettoyons cette essence. » Ils passèrent l'heure suivante à aérer l'aile écurie, à nettoyer les traces d'essence et à calmer les chevaux. Mathieu s'occupa particulièrement de Éclair, dont l'agitation persistait malgré ses caresses. « Il sent encore le danger », dit Héloïse en observant le cheval. « Il est plus sensible que les autres. C'est un survivant. »
répondit doucement Mathieu. Et il a traversé trop d'épreuves pour ne pas rester sur ses gardes. Leurs regards se croisèrent, et Mathieu fut frappé par l'intensité de celui de Héloïse, un mélange de peur, de détermination et de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la confiance. Confiance en lui, en sa capacité à les protéger. « Je vais appeler la gendarmerie », annonça Marcel, interrompant ce moment. « Vous deux, restez ici et gardez un œil sur les environs. » Une fois le vieil homme parti, Héloïse s'approcha de Mathieu qui continuait à caresser Éclair. « Merci, dit-elle simplement. Pourquoi ? Pour être là, pour vous impliquer dans nos problèmes, alors que vous pourriez simplement poursuivre votre route. » Mathieu détourna le regard, embarrassé. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Vous ne voyez pas, n'est-ce pas ?» Héloïse secoua la tête, un petit sourire aux lèvres malgré la gravité de la situation. Depuis que vous êtes arrivé, quelque chose a changé ici. Pas seulement pour Éclair, mais pour grand-père aussi. Et pour moi. Mathieu ne sut que répondre. Il n'était pas habitué à l'idée d'avoir un impact positif sur la vie des autres, pas après avoir échoué si spectaculairement à protéger sa propre famille. « Je ne suis pas celui que vous croyez, dit-il finalement. Je ne suis pas un héros. Juste un homme qui a tout perdu et qui essaie de se racheter d'une manière ou d'une autre. »« N'est-ce pas la définition même d'un héros ?» répliqua doucement Héloïse. « Quelqu'un qui se relève après être tombé, qui trouve le courage d'aider les autres malgré ses propres blessures. » Avant que Mathieu puisse répondre, des phares illuminèrent la cour. 2 véhicules approchaient. L'un était la Jeep du capitaine Mercier, l'autre une luxueuse berline noire qu'ils reconnurent immédiatement. « Le Roy », siffla Héloïse, la colère remplaçant instantanément la douceur dans sa voix. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Mathieu posa une main apaisante sur son bras. « Laisse-moi gérer ça. » Ils sortirent de l'écurie pour voir Marcel discuter avec animation avec le capitaine Mercier, un homme corpulent à la moustache soignée. Le roi se tenait en retrait, son expression oscillante entre l'agacement et une inquiétude feinte. « Monsieur Joubert affirme que quelqu'un a tenté d'incendier son écurie cette nuit, » disait Mercier d'un ton las qui suggérait qu'il considérait l'affaire comme mineure. « C'est exactement ce qui s'est passé, » confirma Mathieu en s'avançant. De l'essence a été répandue à l'intérieur après effraction de la porte. Si le feu avait pris, les chevaux seraient morts, et probablement des humains aussi. Le regard de Mercier se durcit légèrement en elle évaluant. « Et vous êtes » ? « Mathieu Descamps. Je travaille ici. » « Depuis quand ?» ?»« Quelques jours. Mais j'y étais présent hier quand Monsieur Leroy et son associé ont menacé Monsieur Joubert. » Le roi s'avança, le visage tendu par une indignation parfaitement simulée. « Des menaces ? C'est absurde. » J était simplement venu discuter affaires avec Monsieur Joubert. Vous avez dit, je cite, « Les accidents arrivent si vite dans une ferme isolée comme la vôtre », répliqua Mathieu, soutenant son regard sans ciller. Le capitaine Mercier regarda alternativement Mathieu et le roi, visiblement mal à l'aise. « Écoutez, les accusations graves nécessitent des preuves solides. »« Des preuves ?» s'exclama Héloïse, rejoignant le groupe. « L'essence dans notre écurie n'est pas une preuve, la serrure forcée, les menaces proférées hier. »« Mademoiselle Joubert, » intervint le roi avec une condescendance à peine voilée. « Je comprends votre détresse, mais insinuer que Méditerranée Développement serait impliqué dans une tentative d'incendie criminel est diffamatoire. Nous sommes une entreprise respectable, qui embauche des voyous pour intimider les petits propriétaires récalcitrants, rétorqua Mathieu. Classique. Le visage de le roi s'assombrit. Je ne vous permets pas. Assez, intervint Marcel, sa voix tremblante de colère. Capitaine, je veux déposer une plainte officielle. Quelqu'un a tenté d'incendier ma propriété cette nuit, mettant en danger ma famille et mes animaux. C'est un fait, pas une théorie. Mercier soupira, puis sortit un carnet de sa poche.
Très bien, je vais prendre votre déposition et envoyer la police scientifique pour relever les traces d'essence et d'effraction. Mathieu nota la surprise sur le visage de Leroy. Visiblement, il s'attendait à ce que son ami le capitaine balaie l'affaire d'un revers de main. « Je peux vous montrer les preuves ?» proposa Mathieu, menant Mercier vers les écuries. Une fois à l'intérieur, le capitaine examina la serrure forcée, les traces d'essence encore perceptibles et les fragments de verre soigneusement rassemblés par Héloïse dans un seau. « Vous devriez prendre des photos », suggéra Mathieu, « et emporter ces fragments pour analyse. La bouteille pourrait porter des empreintes. » Mercier lui jeta un regard évaluateur. « Vous semblez bien informé sur les procédures policières, monsieur Descamps. » « J'ai lu beaucoup de romans policiers, » répondit Mathieu avec un sourire sans humour. Après avoir pris des notes et photographié la scène avec son téléphone, Mercier ressortit dans la cour où Leroy faisait les 100 pas, visiblement impatient. « Philippe, » dit le capitaine en s'approchant du promoteur, « il y a effectivement des preuves d'une tentative d'incendie criminel ici. »« Et alors ?» répliqua Leroy avec irritation. « Ça ne prouve en rien mon implication. »« Non, » admit Mercier, « mais ça justifie l'ouverture d'une enquête. » Leroy se figea incrédule. « Henri, tu n'es pas sérieux? Tu vas enquêter sur moi à cause des accusations farfelues d'un vieil homme et d'un vagabond. » Le mot fit tressaillir Mathieu, mais il garda son calme, observant attentivement l'échange. « Je n'ai pas dit que j'enquêtais sur toi, » précisa Mercier, mal à l'aise. « Mais une tentative d'incendie a eu lieu, et je dois faire mon travail. » Leroy s'approcha du capitaine, baissant la voix, mais pas assez pour que Mathieu ne puisse entendre. « Tu as une hypothèque que ma banque pourrait rappeler, Henri. Et ta fille adore son nouveau poste au service marketing de notre groupe. » La menace était à peine voilée. Mathieu vit le visage de Mercier s'assombrir, puis se résigner. Le capitaine recula d'un pas, secouant légèrement la tête. « Je vais rédiger un rapport, » dit-il finalement. « Mais sans preuve directe liant quiconque à cet incident, l'enquête risque de ne pas aboutir. » Le soulagement sur le visage de Leroy était presque comique. Il rajusta sa veste et lança un regard triomphant vers les Joubert. « Je suis navré pour votre mésaventure. Ces choses arrivent, malheureusement. Des vagabonds, sans doute. » Il se tourna pour partir, mais Mathieu lui barra le chemin, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je sais que c'est vous, » dit-il à voix basse, « pour Leroy seulement. Et vous ne vous en tirerez pas comme ça. » Le promoteur eut un sourire méprisant. « Et qu'est-ce que vous comptez faire, exactement? Vous n'êtes rien, Descamps, un homme sans attache, sans crédibilité, sans ressources. Vous disparaîtrez de cette ferme comme vous êtes apparu, comme un fantôme que personne ne regrettera. » Il contourna Mathieu et regagna sa voiture, démarrant dans un nuage de poussière. Le capitaine Mercier, l'air profondément mal à l'aise, promit d'envoyer une équipe dans la journée et repartit à son tour. Quand ils furent seuls, Marcel s'affaissa sur un banc devant la maison, soudain vieilli par le stress et la déception. « Ils sont tous corrompus, » murmura-t-il. « Le système entier est contre nous. » Héloïse s'assit à côté de lui, passant un bras autour de ses épaules. « On ne baissera pas les bras, grand-père, jamais. » Mathieu resta debout, les poings serrés, fixant la route où les véhicules avaient disparu. Les paroles de Leroy résonnaient dans sa tête. Un homme sans attache, sans crédibilité, sans ressources. C était exactement ce qu'il était devenu depuis la perte de son domaine. Un fantôme. Mais quelque chose avait changé. Ici, dans cette ferme, avec ces personnes, il se sentait à nouveau ancré dans la réalité. Il avait une raison de se battre, autre que sa simple survie. « Et oublions peut-être le système avec eux, » dit-il finalement, se tournant vers Marcel et Héloïse. « Mais nous avons quelque chose qu'ils ne comprennent pas. »« Quoi donc ?» demanda Marcel, relevant la tête. « L'attachement à la terre.
l'amour d'un héritage, l'instinct de protection d'une famille. Mathieu sentit une détermination nouvelle grandir en lui. Et nous avons aussi l'élément de surprise. Comment ça? S'enquit Héloïse, intriguée par ce changement dans son attitude. Ils pensent avoir affaire à un vieil homme, une jeune fille et un vagabond sans ressources. Mathieu eut un sourire légèrement prédateur. Ils ne savent pas que ce vagabond était autrefois un homme d'affaires qui connaît leurs méthodes, leurs faiblesses et qui a encore quelques contacts utiles. Marcel se redressa, une lueur d'espoir dans les yeux. « Vous avez un plan ?»« Pas encore, » admit Mathieu. « Mais j'ai quelques idées, Et j'ai un ami à Montpellier qui pourrait nous aider. Un journaliste qui adorerait enquêter sur les méthodes de Méditerranée Développement. » Héloïse se leva, s'approchant de lui. « Vous restez donc, au-delà de votre semaine ?» Mathieu hésita un instant. Rester signifiait s'engager, s'exposer à nouveau à la douleur de l'attachement, au risque de l'échec. Mais partir maintenant, ce serait pire que lâche. « Je reste », confirma-t-il. Et jusqu'à ce que cette histoire soit résolue d'une manière ou d'une autre. Le visage d'Héloïse s'illumina d'un sourire qui réchauffa quelque chose de longtemps gelé dans la poitrine de Mathieu. Elle s'approcha et, sans prévenir, l'enlaça brièvement. « Merci », murmura-t-elle contre son épaule. Marcel se leva à son tour, tendant la main à Mathieu qui la serra fermement. « Bienvenue dans la famille, mon garçon. » Pour de bon, cette fois, cette simple phrase fit monter une émotion inattendue dans la gorge de Mathieu. Famille, un mot qu'il avait banni de son vocabulaire depuis si longtemps. « Allons soigner les chevaux », proposa-t-il pour masquer son trouble. Puis nous commencerons à élaborer notre stratégie. En retournant vers l'écurie, Mathieu sentit un poids se soulever de ses épaules, non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'il avait enfin cessé de fuir. Pour la première fois depuis la perte de son domaine, il regardait l'avenir non pas avec résignation, mais avec détermination. Éclair l'accueillit avec un hennissement presque joyeux, comme s'il percevait ce changement en lui. Mathieu caressa son encolure, notant avec satisfaction que le cheval avait pris du poids, que sa plaie cicatrisait bien. « On dirait qu'on se reconstruit tous les deux, hein, mon beau ?» murmura-t-il. À cet instant, dans cette humble écurie, sentant le foin et le cuir, Mathieu Descamps fit une promesse silencieuse. Non seulement il protégerait cette ferme et ces personnes qui l'avaient accueillie, mais il recommencerait aussi à vivre pleinement, à risquer son cœur à nouveau. L'errance était terminée. 3 mois s'étaient écoulés depuis la tentative d'incendie. L'automne avait cédé la place à un hiver doux, typique de la Camargue. La ferme des Joubert, autrefois menacée, bourdonnait maintenant d'une activité nouvelle. Mathieu, assis sur la terrasse avec une tasse de café fumante, contemplait les changements survenus depuis sa décision de rester. Son téléphone vibra. Un message de Sophie Verlaine, la journaliste d'investigation qu'il avait contactée après l'incident. « Ça y est, l'article paraît demain en une. Préparez-vous à des retombées. » Il sourit, satisfait. L'enquête menée par Sophie avait révélé bien plus qu'il n'espérait. Corruption systématique, intimidation de propriétaires, falsification de documents d'urbanisme, Méditerranée, Développement N n'était pas seulement une entreprise aux méthodes douteuses, mais une véritable organisation criminelle dissimulée derrière une façade respectable. « Bonne nouvelle ?» demanda Héloïse, sortant de la maison pour le rejoindre. « Les meilleurs ?» confirma Mathieu, lui montrant le message. « Le scandale va éclater demain. » Héloïse s'assit à côté de lui, leurs épaules se touchant légèrement. Ces derniers mois, leur relation avait évolué, passant d'une amitié née dans l'adversité à quelque chose de plus profond, plus complexe. Ils avançaient lentement, prudemment, chacun portant ses blessures du passé. « Grand-père va être ravi, dit-elle. Il est dans l'écurie,
Il prépare Éclair pour la démonstration de demain. La démonstration, une autre victoire dans leur bataille. Le dossier de classement en patrimoine agricole familial avait été accepté provisoirement et les inspecteurs du ministère de l'Agriculture venaient le lendemain pour la validation finale. Une démonstration du travail traditionnel des gardiens à cheval était prévue, avec Éclair comme figure centrale. « Comment va-t-il ce matin ?» demanda Mathieu, sachant qu'Héloïse comprendrait qu'il parlait du cheval. Nerveux mais prêt, sa transformation est miraculeuse. En effet, Éclair n'avait plus rien à voir avec l'animal mourant que Mathieu avait trouvé dans le désert. Son pelage blanc brillait, ses muscles étaient reformés et son regard vif témoignait d'une santé retrouvée. La cicatrice sur son épaule restait visible, un rappel permanent des épreuves traversées, mais elle ne l'empêchait plus de galoper librement dans les pâturages. « Comme la tienne », ajouta doucement Héloïse, posant sa main sur celle de Mathieu. Il ne n'y a pas. Sa propre transformation était tout aussi remarquable. Le vagabond, amaigri, rongé par la culpabilité et le regret, avait laissé place à un homme déterminé, ancré dans le présent. Ses cheveux étaient coupés courts, sa barbe taillée avec soin et ses vêtements, bien que simples, étaient propres et en bon état. Plus important encore, il avait retrouvé un but, une utilité. Ses connaissances en gestion et en marketing étaient révélées précieuses pour moderniser la petite ferme. Sous son impulsion, les Joubert avaient de commencer à diversifier leurs activités. Visites guidées, démonstrations équestres, vente directe de fromage de chèvre, de nouvelles sources de revenus qui garantiraient la pérennité de l'exploitation. « J'ai reçu un autre appel hier, dit-il après un moment, de Céline. » Héloïse se raidit légèrement. Elle savait que Mathieu avait repris contact avec son ex-femme, non pas dans l'espoir d'une réconciliation, mais pour renouer avec son fils Antoine. Et elle a accepté. Antoine viendra passer une semaine ici pendant les vacances de Noël. Le visage d'Héloïse s'illumina. « Mathieu, c'est merveilleux. Tu dois être tellement heureux. » « Terrifié serait plus exact, admit-il avec un petit rire nerveux. Il a 10 ans maintenant. Je l'ai à peine vu ces 3 dernières années. Je ne sais pas s'il me reconnaîtra, s'il voudra même me parler. Il le voudra, assura Héloïse, serrant sa main. Tu es son père, et tu n'es plus l'homme que tu étais quand il t'a vu pour la dernière fois. Mathieu hocha la tête, reconnaissant pour cette confiance qu'il ne parvenait pas encore à ressentir lui-même. Le bruit d'un moteur les interrompit. Une voiture s'engageait dans l'allée menant à la ferme, une berline noire qu'ils reconnurent immédiatement. « Le Roy », murmura Héloïse, se levant d'un bond. « Qu'est-ce qu'il vient faire ici ?» Mathieu se leva à son tour, posant une main apaisante sur son bras. « Laisse-moi gérer ça. » Il s'avança dans la cour alors que la voiture s'arrêtait. Philippe Leroy en sortit, seul cette fois. Il avait perdu de sa superbe. Son costume semblait moins impeccable, des cernes marquaient ses yeux et sa démarche manquait de l'assurance arrogante qui le caractérisait. « Monsieur Descamps » salua-t-il froidement. « J'aimerais parler à Monsieur Joubert. »« À quel sujet ?» demanda Mathieu, croisant les bras. « Cela ne vous regarde pas. Tout ce qui concerne cette ferme me regarde désormais. Je suis associé dans l'exploitation. » C'était vrai. 2 semaines plus tôt, Marcel avait officialisé la situation, offrant à Mathieu une part de l'entreprise familiale en échange de son investissement personnel et de ses idées pour développer l'activité. Le Roy sembla déstabilisé par cette information. « Je viens proposer un dernier arrangement à l'amiable avant que les choses ne deviennent compliquées. »« Compliquées », répéta Mathieu avec un sourire sans chaleur. « Vous voulez dire avant que l'article de Sophie Verlaine ne paraisse demain et ne révèle vos méthodes criminelles ?» Le visage de Leroy perdit toute couleur. « De quoi parlez-vous ? Des pots de vin versés au service d'urbanisme ? Des faux documents présentés aux banques ?
des tentatives d'intimidation envers une dizaine de propriétaires de la région. Oh, mais bien sûr, de la tentative d'incendie criminel sur cette propriété, dont nous avons maintenant la preuve qu'elle a été commanditée par votre associé, Monsieur Beaulieu. C'est ridicule, vous n'avez aucune preuve, balbutia le roi, mais son assurance s'effritait visiblement. Votre comptable, Monsieur Girard, semble penser le contraire. Il a été très bavard quand Sophie lui a montré les incohérences dans vos déclarations fiscales. Marcel sortit de l'écurie à ce moment-là, accompagné de Éclair, dont la présence majestueuse semblait renforcer encore la posture de défi du vieil homme. « Leroy, dit-il simplement, s'arrêtant à côté de Mathieu, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Joubert, soyez raisonnable, plaida le promoteur, son arrogance complètement évaporée. Oh, nous pouvons encore trouver un arrangement. Je suis prêt à doubler mon offre. Marcel échangea un regard avec Mathieu, puis éclata d'un rire franc qui sembla prendre des années de son visage. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Cette terre n'est pas à vendre. Elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. Mais votre situation financière s'améliore de jour en jour, compléta Mathieu. La ferme Joubert est maintenant une exploitation modèle en cours de classement au patrimoine agricole. Les subventions européennes pour l'agriculture durable ont été approuvées la semaine dernière et notre nouveau programme d'agrotourisme affiche complet pour les 6 prochains mois. Leroy les regarda tour à tour, la compréhension de sa défaite se lisant progressivement sur son visage. « Vous devriez partir maintenant », suggéra Héloïse qui les avait rejoints, et peut-être commencer à chercher un bon avocat. J'ai entendu dire que la brigade financière s'intéresse de près à vos activités. Sans un mot de plus, le roi remonta dans sa voiture et repartit, les épaules voûtées par la défaite. « Vous pensez qu'il reviendra » demanda Marcel, caressant l'encolure des Éclairs. « Non » répondit Mathieu avec certitude. Son empire est en train de s'effondrer. Il a d'autres préoccupations que cette ferme, désormais. Ils restèrent un moment silencieux, savourant cette victoire qui semblait marquer la fin d'un long combat. Puis Marcel tapota l'épaule de Mathieu. « Venez, tous les deux, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il les guida vers l'écurie où Éclair fut remis dans son box avec une ration généreuse de foin. Puis, le vieil homme les conduisit vers une partie du mas qu'ils utilisaient rarement, l'ancien chai où des décennies plus tôt, le grand-père de Marcel produisait un vin de pays. « J'ai réfléchi, » dit-il, en ouvrant la porte poussiéreuse, « à l'avenir de cette ferme, à vos idées de diversification, Mathieu. » La pièce était vaste, avec de hauts plafonds et des épaisses murs de pierre qui garantissaient une température constante. De vieilles cuves en bois s'alignaient contre un mur, vestige d'une époque révolue. « Vous avez parlé de œnotourisme », poursuivit Marcel, « de faire découvrir les vins locaux aux visiteurs. Mais j'ai pensé, pourquoi pas nos propres vins ?» Mathieu sentit son cœur s'accélérer. « Vous voulez replanter de la vigne. Nous avons 10 hectares en jachère derrière la colline. Un sol calcaire excellent, bien exposé. » Marcel sourit, les yeux brillants d'excitation. « Ce ne serait pas un grand domaine comme le vôtre, bien sûr, juste quelques hectares pour commencer, mais avec votre expertise... » Mathieu resta sans voix, submergé par l'émotion, la vigne, revenir à ses racines, à sa passion première, mais cette fois sans le poids écrasant d'un héritage familial, avec la liberté de créer quelque chose de neuf. « Grand-père, c'est une idée merveilleuse. » s'enthousiasma Héloïse, comprenant immédiatement la signification profonde de cette proposition pour Mathieu. « Qu'en dites-vous, mon garçon ?» demanda Marcel, son regard scrutant celui de Mathieu. Prêt à redevenir vigneron, Mathieu regarda autour de lui, voyant déjà les transformations nécessaires, les possibilités. Puis son regard se posa sur Héloïse, sur son visage où se lisait tant d'espoir et d'affection.
Et enfin, sur Marcel, cet homme qui lui avait offert bien plus qu'un toit, une seconde chance. « Oui », répondit-il simplement, sa voix rauque de émotion. « Oui, je suis prêt. » Plus tard ce soir-là, après un dîner de célébration où ils avaient évoqué leur projet d'avenir avec enthousiasme, Mathieu se retrouva seul dans l'écurie, faisant sa dernière ronde avant de se coucher. Éclair hennit doucement en le voyant approcher. « Hey, mon beau !» murmura-t-il, caressant le museau du cheval. « On a réussi, hein, toi et moi. On a survécu. » Éclair poussa gentiment son épaule, comme pour acquiescer. « Tu sais, » continua Mathieu, parlant à voix basse dans la pénombre de l'écurie, « quand je t'ai trouvé ce jour-là, j'y étais aussi perdu que toi, aussi mourant, d'une certaine façon. » Il repensa à l'homme qu'il était alors, une coquille vide errant sans but, s'accrochant à peine à une existence qu'il ne considérait plus comme une vie. « En te sauvant, c'est moi que j'ai sauvé », réalisa-t-il. Drôle comment les choses fonctionnent, non ? Des pas légers résonnèrent derrière lui. Héloïse apparut dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans un châle contre la fraîcheur nocturne. « Je me doutais que je te trouverais ici, » dit-elle doucement. « Tu lui racontes nos projets ?»« En quelque sorte, » sourit Mathieu. « Je lui disais surtout merci. » Héloïse s'approcha, se plaçant à côté de lui face au box d'Éclair. Le cheval les observait paisiblement, son regard intelligent passant de l'un à l'autre. « La première fois que je t'ai vu, » dit-elle après un moment, « tu portais ce cheval à moitié mort dans tes bras, métaphoriquement parlant. J'ai su à cet instant que tu étais quelqu'un de spécial. J était juste un homme qui ne pouvait pas détourner le regard, » répondit Mathieu. « Rien d'héroïque. C'est précisément ce qui fait un héros. Quelqu'un qui regarde la souffrance en face au lieu de l'ignorer. » Elle se tourna vers lui, son visage partiellement éclairé par la lueur de la lune, filtrant à travers les fenêtres de l'écurie. Mathieu fut frappé, comme souvent ces derniers temps, par sa beauté simple et authentique, par la force tranquille qui émanait d'elle. « La vie est étrange, » murmura-t-il. « J'ai perdu une ferme, une famille, une identité. Et puis je trouve un cheval mourant dans le désert, et tout change. Je retrouve tout ce que j'avais perdu, sous une forme différente. Peut-être que c'est ça, le vrai sens de la vie, suggéra Héloïse. Perdre, trouver, reconstruire, encore et encore. » Mathieu hocha la tête, pensif. Puis, suivant une impulsion longtemps retenue, il se pencha et l'embrassa doucement. Elle répondit à son baiser avec une tendresse qui lui confirma ce qu'il avait espéré, qu'il n'était pas seul dans ses sentiments, que ce nouveau départ incluait la possibilité d'un amour qu'il croyait ne plus jamais connaître. Quand ils se séparèrent, Héloïse sourit, ses yeux brillants dans la semi-obscurité. « Bienvenue à la maison, Mathieu Descamps. » À cet instant précis, avec Éclair les observant paisiblement, la ferme silencieuse autour d'eux et le futur se dessinant plein de promesses, Mathieu sut, avec une certitude absolue, qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait, sans le savoir durant toutes ces années d'errance. Il était rentré chez lui,